L'une des spécificités ou des caractéristiques remarquables de la Constitution américaine de 1787, hein, cette capacité à mettre en œuvre euh, une, en partie ce que préconisait Montesquieu, donc la séparation des pouvoirs, mais dans une approche un peu différente de celle de Montesquieu, à savoir que ce ne sont pas trois pouvoirs qui opèrent chacun dans leur champ de compétences de façon totalement isolée, totalement étanche, mais ils sont en compétition pour exercer le pouvoir, les trois en même temps, hein, serais-je tenté de dire. Donc, le pouvoir législatif dévolu à ce congrès à Washington, composé donc de la Chambre des représentants et du Sénat, le pouvoir exécutif dévolu à la présidence et évidemment le pouvoir judiciaire dans l'autorité suprême au niveau fédéral et la Cour suprême. L'idée, évidemment, des pères fondateurs à la fin du XVIIIe siècle, c'est que ce check and balances, cette compétition entre les pouvoirs, permettent d'éviter l'absolutisme, l'autoritarisme, contre lequel finalement les pères fondateurs avaient mené leur révolution. Et ça reste au cœur de la compréhension du débat politique ou de la vie politique aux États-Unis, dans le sens où pour arriver à n'importe quelle décision, que ce soit l'adoption d'une loi, le passage d'un budget ou la nomination d'un juge à la Cour suprême, il faut que ces trois pouvoirs, alors peut-être plus les deux dans le dernier exemple que je donnais pour un juge à la Cour suprême, il faut que ces pouvoirs s'entendent là. Et il faut qu'ils s'entendent. Il n'y a pas moyen, par exemple, de contrecarrer l'un ou l'autre techniquement, enfin, il ne devrait pas il y en avoir. C'est une spécificité du système politique américain. C'est aussi l'une des fiertés des Américains, puisqu'ils ont quand même le bon mot ou le plaisir à affirmer ou à rappeler que c'est la constitution d'un pays démocratique la plus ancienne encore en application et que c'est check and balances y contribue. Mais c'est aussi peut-être de nos jours un point de faiblesse du système parce que pour que la compétition fonctionne, pour qu'elle permette d'avoir des décisions éclairées au terme d'un processus consensuel, ben, il faut que les joueurs acceptent les règles de cette compétition. Et on pourrait dire que depuis un quart de siècle maintenant, au moins depuis le milieu des années 90, les deux principaux joueurs qui sont le Parti républicain et le Parti démocrate, peut-être encore plus le Parti républicain, ne considèrent plus autant que leurs prédécesseurs la nécessité de préserver ces règles et d'avoir l'esprit sportif, l'esprit compétitif et d'accepter des fois non seulement que l'on peut perdre, mais qu'il faut aussi arriver à un consensus. Et sans consensus, le système politique aux États-Unis, il peut être dysfonctionnel. Et l'illustration majeure de ces dysfonctionnalités, de ces blocages politiques, c'est lorsque le gouvernement est obligé de fermer ces fameux shutdowns du gouvernement fédéral parce que on n'arrive pas à s'entendre sur un budget, par exemple. Ce changement de personnel politique lorsqu'un nouveau président arrive en place, c'est surtout lorsqu'il y a une alternance à la Maison-Blanche que l'on observe ce phénomène qu'ils appellent aussi le revolving door, donc les portes tournantes, permet finalement à un président de changer la haute fonction publique. Alors, c'est pas l'intégralité, évidemment, de la fonction publique fédérale, hein, qui compte, si ma mémoire est bonne, à peu près 3 millions de personnes, à l'exclusion du personnel militaire. On parle d'environ, à la louche, 6 000 fonctionnaires qui peuvent être ainsi changés donc aux échelons les plus hauts de la hiérarchie, à commencer par les secrétaires et sous-secrétaires, donc les ministres adjoints, ce qui est somme toute évidemment tout à fait normal, mais ce sont quand même les principales figures de la haute hiérarchie bureaucratique. Euh, le but de cette manœuvre ou de cette liberté-là, essentiellement, il est de permettre à un nouveau président d'avoir des relais qui lui permettront de faire appliquer, idéalement,
ces grandes orientations politiques au sein d'une administration qui est comme un gros paquebot difficile à déployer. C'est dans cette perspective-là qu'il faut l'avoir à l'esprit. C'est d'autant plus important que le mandat présidentiel est très court. Bon, il est évidemment de 4 ans. La plupart arrivent à en obtenir un second, mais si on regarde par exemple le temps que ça prend pour un nouveau président de placer tous ses alliés finalement dans la fonction publique, ça prend au moins un an. Et il faut quasiment un an pour se préparer pour une nouvelle campagne électorale. Ça, c'est sans compter les élections de mi-mandat. Donc la période concrète d'action, elle est très 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 courte. La fenêtre, elle est finalement de quelques mois. Et c'est pour contrebalancer cette fenêtre très très courte qu'on espère, lorsqu'on arrive à la Maison Blanche, pouvoir avoir des gens à sa main qui vont être des relais, qui vont être des mobilisateurs au sein de la fonction publique. Il y a peut-être une exception dans ces personnels qui sont nommés par les présidents, c'est les titulaires de charges judiciaires, les juges, et en particulier les juges à la Cour suprême, parce que là, on a la capacité pour un président d'inscrire son action ou sa vision politique dans une durée qui dépasse très largement le cadre de son ou de ses mandats. C'est pour ça, par exemple, que avoir la possibilité de nommer un juge à la Cour suprême, c'est un graal pour un président, c'est une façon voilà, de mettre sa marque sur la vie politique et sociale américaine pendant des années après avoir quitté la Maison-Blanche, d'où le caractère éminemment sensible de ces nominations et tous les débats politiques qui peuvent les entourer. Sur le deep state, alors c'est peut-être une expression qui est utilisée ou qui est fréquente chez des personnes qui ont une vision pour le moins disons, sceptique, voire très négative du gouvernement fédéral. Si je dis pas de bêtises, je pense que Donald Trump a pu utiliser ce type d'expression-là. Alors, il y a une tradition américaine de méfiance à l'endroit du politique, à l'endroit du pouvoir. La bureaucratie l'incarne parce qu'elle est souvent perçue comme très éloignée des préoccupations quotidiennes. Elle est perçue comme formant une élite souvent déconnectée des préoccupations de la population. Elle est perçue aussi comme ayant des pouvoirs extraordinaires, notamment dans le domaine de l'appareil de sécurité nationale, qui est la source de beaucoup de fantasmes et aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis. Donc c'est une façon de présenter cette bureaucratie, en particulier fédérale, donc comme étant peut-être un acteur non pas au service des intérêts de la population américaine, mais au service de ses propres intérêts, qu'il faudrait peut-être combattre ou à tout le moins vis-à-vis de laquelle il faudrait être méfiant. Il y a cette tradition politique aux États-Unis qui est multiséculaire, qui peut avoir des effets totalement délétères aussi lorsqu'on pense à ces milices citoyennes, et il y en a eu au cours des dernières années, qui s'organisent, qui s'arment pour faire face à la menace du gouvernement fédéral et qui auraient, dans certains cas, eu des projets, voire tenté d'attaquer cette bureaucratie fédérale. Alors, on a vu une de ces manifestations peut-être avec les événements du 6 janvier 2021, mais pour donner un autre exemple très concret qui ne date pas de Trump, le fameux attentat d'Oklahoma City en 1995, perpétré par Timothy McVeigh, c'était une illustration aussi de cette méfiance ou de cette haine, en l'occurrence, vis-à-vis d'une bureaucratie qui peut apparaître bien lointaine et toute puissante. Mm-hmm. Alors, je suis pas spécialiste de l'histoire des partis politiques aux États-Unis, donc je pourrais pas rentrer dans le détail sur la révolution. Actuellement, donc parmi le Parti démocrate et parmi les républicains qui dominent la scène politique fédérale, nationale et locale aux États-Unis, le plus ancien, c'est le parti républicain. Qui est le parti d'Abraham Lincoln, qui était, faut-il le rappeler, le parti de l'abrogation de l'esclavage et le parti de l'ouverture finalement
à l'autre. C'est toujours bien de le rappeler dans le contexte actuel, hein, surtout après avoir eu la présidence de Donald Trump, ou alors que l'idéologie trumpienne reste encore au-dessus de la tête finalement des républicains et très influente dans la façon dont on se définit aujourd'hui comme républicain. Le Parti démocrate était le parti de la ségrégation, finalement, était le parti, par exemple, dominant dans les États du Sud, anciennement esclavagistes, ségrégationnistes, hein, comme le Texas. Hein. On peut rappeler, par exemple, que le vice-président Lyndon Johnson avait été sénateur du Texas, c'était démocrate. Et c'est lui qui affirma, lorsqu'il signa la loi sur les droits civiques en 1965, qu'il, de ce fait, venait donner le sud des États-Unis pour au moins une génération au Parti républicain, parce que celui-ci, à ce moment-là, a vu l'ouverture politique, notamment avec Richard Nixon, et s'est présenté comme le parti de la loi et de l'ordre, qui était une façon finalement de combler le vide laissé au sud par le parti démocrate. Donc, ces deux grands partis, on a la tendance depuis le départ au bipartisme. Elle tient à plusieurs facteurs, hein, cette domination-là. Il y a des facteurs, euh, si vous voulez, par exemple, constitutionnels, notamment liés à la mécanique électorale, qui font que, par exemple, dans le cas de la présidence, ben, c'est le candidat qui a le plus de voix, même si c'est relatif, c'est pas 50%, plus un, qui rafle la mise. Et c'est à peu près le cas pour toutes les fonctions électives. Donc, cette mécanique électorale, elle favorise un gagnant et un perdant. C'est très difficile d'avoir un tiers parti qui s'inscrivent là-dedans. Il y a aussi une tradition politique. Les Américains, même si on regarde les sondages depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, l'opinion publique aimerait beaucoup voir l'émergence d'un tiers parti. Il n'en demeure pas moins que les réflexes électoraux, les réflexes partisans, ils vont vers l'un ou l'autre des deux grands partis essentiellement. Et il y a un troisième facteur qu'on peut peut-être brièvement évoquer, c'est celui du financement de la vie politique aux États-Unis, où le secteur privé est l'acteur dominant, même s'il y a du financement public. Et le secteur privé, il a plutôt tendance, tout ce qu'on appelle donc les fameux lobbies, à préférer donner à deux camps plutôt que éparpiller ses investissements au-delà de 3, 4, 5 partis. Et il y a enfin un quatrième facteur que vous évoquiez, c'est cette capacité des partis politiques aux États-Unis à être des grandes tentes, finalement, qui vont agréger des mouvements idéologiques ou des sensibilités idéologiques très différentes et qui peuvent être même très contradictoires. Alors, sans refaire toute l'histoire, mais pour parler simplement de la période actuelle, autant chez les républicains que chez les démocrates, il y a des gens qui, dans les faits, ne partagent à peu près aucune idée. C'est quasiment caricatural aujourd'hui au sein du Parti républicain. On l'a vu d'ailleurs avec tout le débat qui a entouré début 2023 la désignation du speaker de la Chambre des représentants, le président de la Chambre, donc le fameux troisième personnage de l'État, issu de la majorité républicaine. Ça y a pris quand même 15 tours de scrutin à Kevin McCarthy pour obtenir ce poste, parce que il y a dans ce parti républicain des gens aux antipodes. Même s'ils se disent tous conservateurs, le conservatisme aux États-Unis, on ne sait pas trop ce que c'est aujourd'hui. Certains républicains ne savent pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est être conservateur moral sur les questions de société, par exemple l'avortement, être contre l'avortement, être contre le mariage gay? Est-ce que c'est être conservateur fiscal, faire la promotion de l'équilibre budgétaire, de la lutte contre la dette? Est-ce que c'est être conservateur identitaire, donc vouloir mettre en place des mécanismes très stricts pour réguler l'immigration, des mécanismes très forts pour forcer l'intégration des gens aux États-Unis? Le Parti républicain, il est pris dans ce débat-là et on ne sait pas comment ça va finir. Du côté du Parti démocrate, on a tendance à distinguer les modérés et les plus progressistes. Donc, grosso modo, les gens de centre-gauche, dans la lignée du président Biden, et les gens un petit peu plus à gauche, donc ces fameux progressistes dont on présente souvent Alexandra Ocasio-Cortez, une représentante de l'État de New York, ou Bernie Sanders comme étant les figures de proue, et qu'eux sont très favorables à un interventionnisme accru
de l'État dans bien des domaines. Et donc, cette capacité à fédérer des gens de tous horizons fait en sorte qu'on se retrouve dans un système de deux partis au sein desquels se joue le débat idéologique. Ce n'est pas tant sur la scène nationale, dans la confrontation entre les deux partis que les distinctions se font, ou pas que, devrais-je dire, c'est aussi dans la vie interne des partis. C'est pour ça, par exemple, qu'il faudrait s'y intéresser. Et il y a un phénomène qui est assez fascinant par rapport à ce qu'on peut observer, par exemple, en France. Lorsqu'il y a des désagréments ou des différends qu'ils soient idéologiques ou personnels, dans les partis aux États-Unis, il n'y a pas le réflexe de créer un nouveau parti. Et c'est assez fascinant. On peut le voir avec les républicains. Ils n'arrivent pas à se défaire de Donald Trump, ou les républicains qui étaient opposés à Donald Trump n'ont pas cherché à créer un nouveau parti, quand bien même, encore une fois, en fait, si on regarde les études d'opinion, vous avez 29% des Américains qui se disent démocrates, 29% qui se disent républicains, et donc une pluralité qui se disent indépendants, qui aimeraient voir émerger un tiers parti. Dans la vie politique américaine, c'est très difficile. Et les rares fois où un tiers parti a pu émerger, c'était surtout autour d'une personnalité, d'une personne qui n'a pas réussi à l'imposer ensuite dans la durée. La tâche première de la Cour suprême, c'est d'opérer le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes de l'exécutif. C'est une fonction qui n'est pas explicite totalement dans la Constitution de 1787. C'est une fonction que la Cour elle-même s'est arrogée ou a précisée dans un arrêt, si je ne dis pas de bêtises, Marbury contre Madison de 1803. Donc très rapidement, les juges ont compris la nécessité d'affirmer leur pouvoir sur les deux autres pouvoirs en permettant ou en ayant ce contrôle de constitutionnalité qui est l'une des tâches essentielles. La Cour suprême, elle peut aussi trancher des différends entre États. Entre États de la fédération. Elle ne le fait pas très souvent, hein, ce n'est pas les cas les plus nombreux qu'elle traite. Et la troisième grande tâche qu'elle assume, c'est d'interpréter la Constitution, mais a posteriori. Par exemple, elle ne fait pas comme le Conseil d'État en France. La Cour suprême américaine, c'est un peu la conjonction du Conseil d'État, de la Cour de cassation et en partie de la Cour des comptes, si vous voulez, en une seule institution. La, la Cour suprême aux États-Unis, elle va vérifier ou elle va interpréter la Constitution uniquement a priori et dans un cas précis. Comme les juges le disent, donc elle ne peut pas se prononcer sur des questions théoriques ou hypothétiques, justement pour ne pas légiférer ou prendre des décisions à la place des décideurs politiques, ce qui confère non seulement sa légitimité, mais la puissance à cette décision. Parce que ce qui est assez fascinant avec cette Cour suprême-là, c'est que sa capacité d'influence, elle dépend du bon vouloir de tous les autres acteurs. Finalement, même si ces décisions, elles s'imposent théoriquement à tout le monde, les décideurs politiques pourraient dire on la trouve pas légitime, cette cour-là. Et ça explique en partie pourquoi les juges, même si leur nomination est politique, elle est éminemment politique, la nomination des juges, restant au niveau fédéral, et ceux de la Cour suprême américaine, c'est un processus politique. Pour le simplifier, un président, lorsqu'il y a une vacance de poste, ils sont 9, les juges de la Cour suprême. Ce nombre, d'ailleurs, il n'est pas fixé dans la Constitution, il est fixé par la loi. Il peut être donc modifié, entre parenthèses. Mais donc, lorsqu'il y a une vacance, le président a la possibilité de nommer un candidat. Les critères sont nombreux. Il faut qu'il y ait au moins une affinité idéologique. Et cette capacité du candidat à faire valoir les idées ou les idéaux du président sur la longue durée, par exemple sur 25-30 ans, le président nomme,
mais c'est au Congrès de confirmer cette nomination, de valider cette nomination, et précisément à la Chambre haute du Congrès, qui est le Sénat, qui dispose seul de ce pouvoir de confirmation des nominations présidentielles. Ça vaut pour les juges, ça vaut pour les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les ambassadeurs, les généraux et tout ça. Et donc là, on voit bien que le politique a sa main là-dedans. Et évidemment, les présidents démocrates vont choisir des juges idéologiquement plus progressistes, les présidents républicains des juges un petit peu plus conservateurs. Et cette capacité en particulier des présidents républicains à remplir la Cour suprême de juges conservateurs, ça a été une priorité et même un critère d'évaluation de la performance des candidats républicains au poste de président et des présidents républicains depuis le début des années 80 ou dans la foulée de l'arrêt Roe v. Wade, puisque le mouvement conservateur qui a imprégné idéologiquement le parti républicain avait pour objectif de renverser Roe v. Wade. Et c'est pour ça que le mouvement conservateur, par exemple, a soutenu Donald Trump. Non pas parce que Donald Trump était un conservateur bon teint, mais parce qu'il leur promettait de remplir cet objectif, ce qu'il a livré finalement comme marchandise en ayant l'opportunité de nommer 3 juges en un seul mandat de 4 ans à la Cour suprême, ce qui est remarquable, même si le premier et le dernier ont été nommés dans une certaine controverse. Je rappelle simplement qu'il y a eu une vacance en 2016, donc Barack Obama était président, il désigne où il choisit un juge à la Cour suprême, d'ailleurs Merrick Garland, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Les républicains qui étaient majoritaires au Sénat disent au printemps 2016, non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas nommer un juge à la Cour suprême dans la dernière année de votre mandat. Ce qui est absolument, enfin, c'est une déclaration politique et politicienne. Il n'y a rien qui interdit un président de faire ça. Et ce qui était très savoureux, c'est que pour la troisième et dernière nomination de Donald Trump, elle a lieu à l'automne 2020, donc quelques semaines simplement avant l'élection présidentielle. Et dans ce cas-là, les mêmes républicains disent ah, mais il faut absolument faire la nomination et vite, vite se hâter à la confirmer parce que vous avez le droit de le faire jusqu'à ce que vous quittiez la Maison-Blanche finalement au mois de janvier suivant. Donc on voit bien qu'il y a une politisation de ces juges à la Cour suprême. Quant à à la tradition juridique, c'est vrai qu'on est dans une tradition juridique tout à fait britannique de la common law, où la jurisprudence compte. La jurisprudence, elle ne dure que tant qu'elle est respectée. Et je viens peut-être là-dessus, la Cour suprême, sa légitimité, sa capacité à imposer ses décisions relève aussi du respect qu'elle a de sa propre jurisprudence. Donc, les juges n'ont pas intérêt à changer trop rapidement d'opinion sur tel ou tel sujet, ce qui a pu expliquer pourquoi, par exemple, l'arrêt Roe v. Wade a pris autant de temps avant d'être abrogé en quelque sorte par des juges conservateurs, parce que précédemment, avant 2022, il y avait peut-être une réticence. Ils n'avaient pas tout à fait la majorité non plus, les juges conservateurs, mais ils ne peuvent pas non plus enfin se permettre de, voilà, d'une année sur l'autre, changer systématiquement de décision. C'est l'une des spécificités assez fascinantes de la puissance américaine. On n'a jamais eu dans l'histoire, enfin, un historien peut-être contesterait ça, mais ce qui est assez spécifique, donc, c'est qu'on a une puissance dominante, la première puissance sur la scène internationale, qui est déficitaire. Autant dans son budget de fonctionnement que sur la balance commerciale, qui est assez unique. C'est pas nécessairement une marque de faiblesse ou de vulnérabilité de cette puissance-là. On peut surtout le voir comme la marque de l'attractivité ou du rôle moteur que joue le marché américain dans la mondialisation. Et le déficit commercial, en l'espèce, illustre cette position assez spécifique ou assez remarquable. Les Américains sont de très grands consommateurs, ce qui fait que le marché américain est très attractif pour voilà, toutes les entreprises étrangères. Et donc, on va
consommer plus de produits étrangers aux États-Unis qu'on va exporter de produits américains à l'étranger, ce qui est la raison fondamentale de ce déficit commercial. Mais encore une fois, c'est le signe ou le signal ou la preuve du dynamisme de l'économie américaine et de son attractivité. C'est aussi l'illustration d'un phénomène qui est la délocalisation des chaînes de production au sein même d'entreprises américaines, parce qu'une grande partie de ce déficit commercial, il provient d'entreprises américaines qui font fabriquer leurs produits hors des États-Unis. Prenons le cas, par exemple, Apple. Apple fait fabriquer voilà, ses ordinateurs ailleurs, et spécialement les fait assembler en Chine. Et quand ils sont vendus aux États-Unis, ben, ça vient alimenter le déficit commercial puisqu'ils viennent de l'extérieur. Donc il y a aussi un phénomène comme ça à tenir compte. Et il y a un troisième élément qui illustre ce déficit commercial et qui avait été identifié notamment par Barack Obama et ensuite par Donald Trump dans des propos différents, évidemment, et encore aujourd'hui par Joe Biden, c'est peut-être un déficit de compétitivité des entreprises américaines, ou plutôt un déficit d'attention des entreprises américaines à la nécessité d'être compétitives sur les marchés extérieurs, parce que elles se contentent voilà, de leur marché de 300 millions d'habitants relativement riches et ça leur convient comme ça. Et les entreprises, les administrations fédérales depuis Barack Obama, donc les présidents successifs, essaient d'encourager cet entrepreneuriat américain, les exportations américaines, tout en mettant en place aussi des barrières protectionnistes pour réduire le déficit commercial qui était bon, l'une des obsessions, par exemple, de Donald Trump, hein, qui voyait dans celui-ci la marque que les États-Unis se font avoir par tout le monde, que ce soit leurs rivaux comme la Chine, mais aussi leurs alliés comme l'Europe, et spécifiquement dans le cas de Donald Trump, il y en avait beaucoup après l'Allemagne et ses pratiques commerciales injustes, comme il disait. Le vrai problème en termes de déficit, il concerne le déficit budgétaire et l'endettement qui l'entretient, parce que ce déficit budgétaire fait en sorte que les États-Unis sont dépendants de leur capacité pour fonctionner, faire fonctionner le gouvernement fédéral, à emprunter sur les marchés internationaux. Alors c'est un emprunt qui est sûr, qui est assez crédible, ce qui fait que la Chine, la Banque centrale chinoise, peut être le principal acheteur de dette américaine et financer l'endettement américain. Sauf que si politiquement on décide à Washington de ne pas relever le plafond de la dette et donc de mettre Washington dans une situation de défaut de paiement, on se retrouve à la merci d'une décote de leur dette qui pourrait les fragiliser à leur terme et à terme, pardon, ou à plus long terme. Et il est évident que au cours des 20 dernières années, les guerres qui ne sont pas financées à même le budget annuel du département de la Défense ont contribué au creusement des déficits budgétaires et à l'accroissement de la dette aux États-Unis, surtout qu'on dépense sur ces questions-là sans compter. Et donc, voilà, on accroît la dette euh, jusqu'à ce que un jour l'élastique finisse par rompre. Mais ça... Oui, alors il y a souvent des économistes qui mettent en garde, par exemple, qui disent par rapport à ce fameux débat sur le relèvement du plafond de la dette, si vous ne le faites pas et qu'on est en défaut de paiement, c'est un Armageddon financier. Pour nous, parce que on va être pris avec une décote, une baisse de confiance envers notre dette et donc on nous la financera moins ou à des prix plus élevés, Oui. et ce qui ferait, ou à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui ferait que le remboursement des intérêts de la dette prendrait encore plus de part du budget fédéral, alors que le budget fédéral, il est déjà pas mal consacré à d'autres dépenses incompressibles, notamment médicales, pour tout ce qui est dans le système de santé et système de retraite aux États-Unis, auquel vous ajoutez la part quasi incompressible du budget de la défense parce qu'il est l'enveloppe elle est quasiment sacralisée. Hein. C'est très très difficile que vous soyez républicain ou démocrate de dire on va couper dans le budget de la défense pour faire des économies. Et donc tout ce qui est dépenses discrétionnaires qui peuvent améliorer la compétitivité des entreprises, qui peuvent concourir à la lutte contre les changements climatiques, elles se retrouveraient moins financées. L'autre crainte qui est souvent évoquée lorsqu'on parle de l'endettement, c'est de mettre dans les mains de puissances étrangères
l'avenir financier et donc une partie de la prospérité américaine, et que ces partenaires, ces financiers étrangers pourraient contraindre la politique américaine. Évidemment, lorsque les relations sont un peu tendues avec la Chine, ce type d'argument-là revient parce qu'on a peur que Pékin décide soit de ne plus acheter de bons du Trésor américain, soit de vendre toute sa dette américaine et ferait s'effondrer le château de cartes. Les plus optimistes disent bah, Pékin n'aurait pas intérêt à faire ça parce que bah, la dette américaine qu'elle a accumulée, elle perdrait de sa valeur, donc Pékin il perdrait de l'argent. Il y a ici une forme d'interdépendance qui fait que les deux se tiennent jusqu'au jour où ils décideront de plus se tenir éventuellement.